tous, bonjour et bienvenue à la masterclass d'Edouard Wentrop sur Rencontre du troisième type, un film qui est sorti en 1977, je crois, de Steven Spielberg. Euh, Ah, on a Edouard Wentrop qui va vérifier les… Non, je ne vérifie pas ça. Tout d'un coup, j'ai une idée par rapport à ce que je dois dire. Ah, très bien, parfait. Oui, c'est 77, c'est tout à fait juste. Voilà, Oui, c'est vrai, c'est vrai. 22. Bon. Et alors, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Edouard Wentrop, vous avez été pendant 20 ans critique cinéma à Libération. Vous 26 avez ans. 26 ans. 26 ans à Libération, Edouard, la classe. Vous Non, avez, vous, vous avez été aussi délégué général de la quinzaine des réalisateurs pendant plusieurs années et vous êtes délégué général d'un autre festival actuellement. Vous avez aussi participé aux rencontres cinématographiques pendant des années en tant qu'animateur d'ateliers critiques et aussi vous venez pour faire des masterclass régulièrement. Donc quand on a eu l'envie de faire des masterclass puisque les RCC étaient annulés cette année, on a tout de suite pensé à vous parce qu'on vous aime et voilà, on aime vous écouter. Merci et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour et bon courage. Ça, sur Spielberg, on n'a pas besoin de beaucoup de courage. C'est quand même, heureusement, un cinéaste qui commence à faire un peu l'unanimité, même si on a certains qui continuent à faire un petit peu la moue. Je discutais avec un ami que je ne nommerai pas, qui est un très bon critique de cinéma. Il m'a dit qu'il n'aimait pas beaucoup Spielberg. Alors je lui ai dit, mais t'aimes pas Lincoln? Ah, mais il dit, si, Lincoln, j'aime bien. Et il t'aime pas. Parce que lui, visiblement, il était plus orienté sur un répertoire de Spielberg qui est le film sérieux. Alors je lui ai parlé d'autres films plus sérieux de Spielberg. Et il m'a dit, ah, si, j'aime bien, si, j'aime bien, si, j'aime bien. Donc à la fin, il aimait quand même la moitié des films qu'a fait Steven Spielberg, ce qui est quand même pas mal. Moi, j'aime presque tout ce qu'a fait Spielberg, disons les trois quarts, un peu plus que lui. Et notamment, j'aime bien la veine adolescente, ce que je définirai un peu plus tard, à laquelle appartiennent même presque tous les premiers films de Spielberg. Alors, il faut dire que quand on parle de début pour Spielberg, c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, il a commencé à faire du cinéma quand il avait 12 ans. Il est né en 1946, à l'extrême fin de 1946, en décembre 1946. Ce qui fait que dans beaucoup d'interviews, comme il avait envie de se rajeunir, pour montrer qu'il était encore un génie encore plus précoce que ce que les gens pensaient, souvent il disait 47. Il était tellement proche de 47 qu'il préférait dire qu'il était né en 47. Puis bon, c'est une coquetterie que donc les femmes ne sont pas seules à user. Mais il est né donc en décembre 1946 et dès 1958, 58-59, il commence à faire des films. Alors évidemment, il les fait avec la caméra 8 mm. Alors, les 8 mm, c'était donc de la pellicule qui permettait de faire des films de famille en général. Et d'ailleurs, c'est son père qui l'avait. Son père qui était un bonhomme très créatif, c'était un ingénieur informaticien, donc ça existait déjà à l'époque. Et d'ailleurs, un des premiers génies de l'informatique, son père s'appelait Arnold, donc Arnold Spielberg, qui l'a à la fois initié, on peut dire, à la science-fiction par le biais de l'informatique d'un côté, par un autre biais aussi, parce que quand ils habitaient à Phoenix, dans l'Arizona, il y avait parfois des pluies de météores et dans le désert, les pluies de météorites, pardon, c'est quand même, on les voit plus facilement. Et un jour, il avait amené son fils justement à Phoenix, donc quand il avait une douzaine d'années, voir une pluie de météorites. Et ça l'avait beaucoup marqué. Et ça l'a beaucoup marqué, notamment pour écrire et réaliser Rencontre du troisième type. Mais je recommence donc au début. Donc, son père a une caméra. À un moment, son père a beaucoup de travail, donc il n'utilise pas beaucoup sa caméra. Et Steven, qui regarde beaucoup la télé, qui aime beaucoup les feuilletons télévisés,
va commencer à faire des films. Et il ne fait pas des films comme les jeunes, la plupart des jeunes en font. Lui, il fait vraiment des films qui sont l'imitation des films de genre américains. Il fait des films de guerre. Alors, il trouve des astuces incroyables pour permettre à des copains de rentrer dans un avion harnaché comme un aviateur et les filmer pour faire des plans de coupe où on voit l'aviateur en train de piloter son avion ou en train de souffrir parce qu'il a été abattu par la chasse japonaise, souvent des films qui sont liés à la guerre 39-40. Pas souvent, il ne faut pas exagérer, il a fait 4 films, hein, donc, mais un western, un film de guerre, enfin 2 films de guerre, et puis, ce qui sont des moyens métrages, et puis en 1964, alors comme il est né en décembre 46, en 64, et surtout qu'il tourne le film en fait en 63-64. Il n'a pas 18 ans, il a 17 ans quand il tourne le film. Il fait un film qui s'appelle Fahrenheit, donc La lumière de feu, qui est quasiment l'argument de Close Encounters of the Third Kind, les rencontres du troisième type, qu'il fera donc 13 ans plus tard. C'est un film qu'il a fait avec ses copains, avec une de ses sœurs. Faut pas, Spielberg est le seul fils, c'est l'aîné et le seul fils d'une famille de 4 enfants, donc il a 3 sœurs qu'il a beaucoup bisuté quand il était adolescent, mais qu'il utilise aussi pour jouer dans ses films, et dont certaines d'ailleurs de ses sœurs vont le suivre après dans le cinéma pour travailler avec lui. Et donc il y a une de ses sœurs, tous ses copains de lycée, disons, de high school, de son coin de Phoenix, qui s'appelle Scottsdale, qui est un quartier un peu excentré, de classe sociale relativement aisée. Son père gagne quand même relativement bien sa vie comme ingénieur. Et avec eux, il fait donc ce film qui est une fantasmagorie. En fait, non, pas du tout. Qui est un film de science-fiction, un vrai, sur des aliens qui viennent et qui enlèvent des gens et des choses et des animaux pour constituer sur leur planète, Altaris, je crois qu'elle s'appelle la planète, un zoo humain. Alors, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on, disons, à l'arrière-texte du film dont on parle, c'est-à-dire Rencontre du troisième type, puisqu'il s'agit donc d'aliens, d'extraterrestres qui viennent prendre des humains et qui les emmènent dans leur... Alors évidemment, il n'a pas les moyens qu'il va avoir dans Rencontre du troisième type, donc c'est un film extraordinaire au niveau des ellipses, au niveau des suggestions. Mais il y a quelque chose qu'il va garder, par exemple, c'est les lumières, vous savez, qui volent à toute vitesse et qui traversent l'écran et que les gens regardent de manière sidérée. Ça, c'est un truc qu'il y a dans Rencontre du troisième type, qu'il a déjà mis dans Firelight. Et l'aventure de Fahrenheit est totalement étonnante parce que le film va coûter 500 $. Il n'a évidemment pas 500 $, donc son père devient son producteur. Il tourne vraiment dans des conditions normales. Il fait un film, le film fait 2h10 et il va le projeter au Phoenix Little Theater, donc un petit cinéma comme son nom l'indique, enfin un petit cinéma pour l'époque, c'est-à-dire à l'époque les salles étaient immenses, donc un petit cinéma, ça 500 places hein, quand même. Donc au Phoenix Little Theater, il le présente en mars 1964, donc il a encore 17 ans, puisqu'il est né en décembre, et il a du succès, parce qu'évidemment, tous ceux qui ont joué viennent, il y a tous les amis, toute la famille des gens qui ont joué, il y a une trentaine d'acteurs quand même dans le film, enfin des adolescents comme lui, hein, des gens de son âge et des plus jeunes. Et les gens vont venir, c'est 1 $ la place, 500 places, 500 $.
mieux 501 $ parce qu'il y a quelqu'un qui va donner 2 $. Donc, du coup, le premier film de Spielberg est bénéficiaire. Et c'est un peu la marque de toute sa carrière, ça. C'est-à-dire, il y aura un ou deux films qui ne vont pas du tout marcher, enfin surtout un, 1941, qui va faire justement juste après Rencontre du troisième type. Mais en grosso modo, ces films sont des blockbusters souvent, et quand même quand ils ne sont pas alors, les blockbusters, c'est les grands succès de l'été en général, mais même quand ils ne sont pas des énormes succès, il n'y en a aucun qui perd de l'argent, en tout cas aucun qui perdra de l'argent. Donc le môme, parce qu'il a 17 ans, il est complètement fou de cinéma, il ne pense qu'à ça, et autant vous dire qu'à l'école, c'est pas ça. Par contre, c'est pas le premier de la classe, hein. Parce que justement, pour lui, les études, c'est pas son truc. Ses parents vont se séparer, ils vont même divorcer. Ça va être une grande affaire pour lui. C'est déjà présent dans Firelight, où le couple principal, le savant principal et sa femme ne s'entendent pas. Et ça, je pense qu'il a pris le modèle chez lui, puisque son père et sa mère ne s'entendent plus. Les trois filles, au moment du divorce, vont rester avec leur mère à Scottsdale, Phoenix, Arizona. Et lui va suivre son père. Ce n'est pas qu'il aime tellement son père plus que sa mère, loin de là même. Il va même se fâcher avec lui, et il lui met un peu la responsabilité de la rupture dans la famille sur le dos. Mais son père part en Californie, et c'est un accord entre les deux parents. Et en plus, pour lui, la Californie, c'est Hollywood. Et donc, il va suivre son père sans aucun problème. Donc, il part en Californie. Il rentre, il s'inscrit, il essaye de s'inscrire à l'université de la Californie du Sud, dans le, comment on appelle ça, dans le département cinéma. Il n'est pas pris. Il essaye d'aller à UCLA cinéma. Il n'est pas pris. Il va être pris dans une école de troisième zone qui s'appelle Long Beach. Enfin, l'université d'État de Californie de Long Beach. Déjà, rien que le nom, puisque Long Beach, c'est la grande plage, c'est pas très sérieux, et en fait, il va pas y suivre beaucoup de cours dans cette université. Il est d'ailleurs le seul de cette génération qui n'est pas issu des écoles de cinéma. On a appelé cette génération sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, celle de Scorsese, de Lucas, de Spielberg. On les a appelés les movie brats, c'est-à-dire les sales gosses du cinéma. On les a appelés aussi des schoolboys, les écoliers, parce qu'ils ont tous fait des études de cinéma, mais pas Spielberg. Spielberg, il va avoir un autre mode de fonctionnement. Il passe un jour devant les studios Universal et il rentre dedans et puis il traîne. Et presque tous les jours, il va faire ça. Au lieu d'aller en classe, il va traîner dans les studios. Il a la complicité du bibliothécaire des studios Universal, qui s'appelle Chuck Silvers, qui le prend sous sa coupe et qui le laisse traîner un peu partout. Il a été défini dans un documentaire qui lui est consacré comme un peu le fantôme de l'opéra de Universal. Il a 19-20 ans, il traîne, il va sur les plateaux, il regarde. Il y a son idole absolue. Il a deux idoles dans le cinéma à ce moment-là, Steven Spielberg. L'une, c'est David Lean, parce que quand il a vu Laurence d'Arabie, il s'est dit j'arriverai jamais à ce niveau de cinéma, j'arrête de faire du cinéma. C'est trop fort. Il a adoré Laurence d'Arabie. Et puis l'autre, c'est Hitchcock. Et en 1964-65, quand il arrive à Los Angeles, Hitchcock est en train de superviser, ce n'est pas lui qui les réalise, mais il supervise une série télévisée qui s'appelle Alfred Hitchcock présente. Et donc, c'est à Universal, c'est Universal qui est le producteur. Donc, il ne voit pas souvent son idole, mais de temps en temps, il croise son idole, Alfred Hitchcock, et il voit donc ces épisodes d'Alfred Hitchcock présente. Et dans deux des épisodes, il va sympathiser avec un acteur des deux épisodes,
un certain John Cassavetes. Et ils vont devenir copains, c'est-à-dire Cassavetes qui voit ce môme qui traîne, il a l'air sympathique sans doute, parce que tout le monde a l'air de le prendre vraiment à la bonne dans les studios Universal, et Cassavetes lui dit, ben, écoute, après une scène, je te rejoins et puis tu me dis ce que tu as pensé de la scène. Et puis tu y vas. Hein. Et donc, ils discutent. Et puis, évidemment, Spielberg ne fait pas que dire ce qu'il pense de la scène. Il pose des questions et il va découvrir un mode de travailler sur le cinéma qu'il ne connaissait pas. Et quand je dis qu'il va le découvrir, c'est vraiment ça, parce que c'est l'époque aussi où John Cassavetes tourne Faces, un film important dans sa filmographie. Le premier film qui a été vraiment reconnu comme étant sa patte, parce que Shadows, c'était un peu un film underground, mais Faces, le visage, donc, est le premier film. Et non crédité comme 17e assistant du film, il y a Steven Spielberg. Il est resté pendant 2 semaines sur le tournage. Voilà. Donc, il apprend le cinéma en voyant des maîtres le faire. Parce que même le deuxième épisode avec John Cassavetes, donc, qui est supervisé de loin par Hitchcock, qui touche surtout l'argent et qui prépare ses propres films, mais qui de temps en temps vient quand même sur le tournage. C'est un cinéaste qui s'appelle John Bram qui le dirige. Donc et John Bram, c'est un cinéaste des années 40 et 50 important. Ce qu'on appelle un artisan, mais un grand artisan. Et là aussi, il prend des trucs. Et donc, peu à peu, en plus, il a non seulement le bibliothécaire de Universal qui le soutient, mais même un des patrons de Universal qui l'a vu traîner, qui a discuté un peu avec lui, qui s'appelle Sid Sheinberg, qui trouve ce monde complètement formidable et qui lui donne l'argent pour qu'il fasse un court-métrage. Et il va faire un court-métrage de 26 minutes, Amblin, il a 20 ans. Et c'est une carte de visite, en fait. Ça va lui permettre de convaincre les producteurs de lui donner une chance. Et en effet, les producteurs de Universal, quand ils voient Amblin, eh ben, ils lui donnent une chance. Il va travailler sur des feuilletons télévisés. Universal, c'est un des grands, des majors de Hollywood, mais ils sont donc producteurs de nombreuses séries télévisées. Et il va faire un épisode de Night Gallery, qui est une série faite par Rod Serling. Rod Serling, c'est le mec qui a fait La Quatrième Dimension. Enfin, c'est comment on pourrait dire, c'est un personnage très important de la télévision américaine des années 50 et 60. Et il confie donc à Steven Spielberg un épisode de Night Gallery avec Joan Crawford, donc immense star des années 20, 30, 40, 50. C'est elle qui joue le rôle principal dans Johnny Guitar. Enfin bon, Et Spielberg, en face, va diriger, donc il a 20 ans, et il va diriger Joan Crawford, qui en a une soixantaine, et qui est une énorme actrice. Il paraît qu'ils sont entendus d'une manière formidable, c'est-à-dire qu'il y a déjà une des qualités de Spielberg qui est là, il sait parler aux acteurs, il sait se faire aimer des acteurs. Il va faire ensuite quelque chose qui mérite quand même d'être cité, puisqu'il va faire le deuxième épisode de Columbo, qui s'appelle Le Livre Témoin, et c'est le deuxième épisode dans l'ordre de la réalisation, mais les promoteurs de la série Columbo vont trouver ça tellement bien qu'ils vont le passer en premier. Ça va être le vrai pilote, en fait, de la série. Donc ça, c'est quand même des galons qu'il prend très, très, très vite. Et puis, tout s'enchaîne. On lui fait tourner pour la télévision. Il ne faut pas oublier que ce film, au départ, était pour la télévision. Un vrai film qui s'appelle Duel. Et là, Duel, c'est l'explosion. Tous les gens qui voient Duel voient que c'est un
un metteur en scène assez incroyable. Scorsese a dit que, non, c'est Francis Ford Coppola a dit que quand il a vu Duel, il a vu tout de suite que Spielberg était un grand. Il y a des mouvements de caméra qui sont extraordinaires parce qu'ils ne sont pas simplement, ils sont pas gratuits. Chaque mouvement de caméra amène une idée. C'est vraiment c'est là que, enfin, c'est avec ce film moi que je l'ai découvert parce que ce film qui était passé à la télévision américaine avait eu tellement de succès que Universal avait décidé d'en faire des copies pour le cinéma. Il avait eu du succès après donc aux États-Unis dans les cinémas et surtout on avait pu le voir en Europe. Et moi je l'ai vu donc en 71, je pense, quand il est sorti à Paris, ou 71 ou 72. Et c'est un film qui m'avait enthousiasmé. D'ailleurs, tout le monde parlait que de ça, que de Duel. Donc Spielberg tout de suite est un nom. Après, il fait un autre film qui s'appelle Sugarland Express, qui est un très très bon film, mais qui va avoir beaucoup moins de succès que ce qu'il a fait, que Duel, étrangement, et que ce qu'il va faire ensuite. Mais Sugarland Express va lui permettre de gagner d'abord la sympathie d'une partie de la critique, parce que c'est un film, un excellent film, et puis aussi, il va lui permettre de connaître le directeur de la photo qui va travailler avec lui sur Rencontre du troisième type, qui est un émigré hongrois qui s'appelle Vilmos Zsigmond, avec qui il va très bien s'entendre. Simplement, quand Sugarland Express est terminé, le film n'est pas un énorme succès, même s'il a un grand succès critique. On lui donne à faire donc un film dont on pense que il peut réellement bien réussir à le mener à bout, qui est Jaws, en français, Les Dents de la Mer. Et là, le film est un cauchemar au niveau de la réalisation, parce que tout le monde pensait qu'il tournerait Les Dents de la Mer dans les studios Universal qui sont faits pour le cinéma d'horreur fantastique et qui ont une grande piscine où on aurait pu mettre un faux requin. Mais lui, il veut tourner réellement sur les lieux. Alors, c'est déjà à l'autre côté des États-Unis, c'est pas à Los Angeles, c'est à côté de Cape Cod, dans le Massachusetts. Et en effet, il a besoin d'une maquette, mais une maquette dans l'eau salée, ben, ça ne tient pas énormément. Donc, ça va être une catastrophe au niveau. C'est le film le plus catastrophique à ce moment-là de l'année au niveau de la réalisation. Il prend 2 fois plus de temps, tout le monde s'énerve contre lui. Heureusement, il a Sid Sheinberg, le patron de la Universal, qui est l'homme qui l'a lancé et qui ne le lâche pas. Du coup, il finit le film, et le film est le plus grand succès de l'histoire du cinéma à ce moment-là. Donc, tout ce qui allait mal se retourne pour lui. Et ça, ce n'est pas une histoire qui va lui arriver qu'une fois. Très souvent, ces tournages se passent très très mal parce qu'il va à la limite de ce qui est possible. Et au résultat, il va se passer la même chose, par exemple, pour les Aventuriers de l'Arche perdue en 1980. Le film va se passer, enfin le tournage va avoir plein d'accidents et le film va être un énorme succès. Et évidemment, c'est aussi ce qui va se passer avec Rencontre du troisième type, parce que c'est un film quand même d'une très très grande ampleur, le Rencontre du troisième type. Donc Jaws d'abord, finissons avec Jaws, avec Les Dents de la Mer, c'est un énorme succès, un énorme succès. Alors on se dit, ce type, il a de l'or dans les mains, quoi. Les films qu'il touche sont soit bien, soit très bien, soit sont des blockbusters, des succès énormes, mondiaux en plus. Et sur le tournage du film, il s'est fait un nouvel ami qui est Richard Dreyfuss, un acteur jeune, à peu près de son âge, un peu plus vieux. Il n'a pas, par contre, pu travailler avec Vilmos Zsigmond, son chef opérateur, parce qu'il trouvait que, quand même, c'était un film trop commercial pour lui. Vilmos Zsigmond, il avait une vision du cinéma. Sauf que, bon, on ne va pas parler de Jaws, mais je pourrais parler pendant 1 heure aussi de Jaws. Il y a plein de choses qui montrent que c'est au-delà simplement du film à effets spéciaux. Il y a réellement un portrait de ce que c'est qu'être un
fonctionnaire de police dans une petite plage avec le pouvoir politique d'un côté. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont assez formidables dans Les Dents de la Mer, et c'est sans doute ce qui a fait que le film a été vraiment le plus grand succès à ce moment-là de l'histoire du cinéma. Mais ça va être dépassé par d'autres films. Star Wars, qui arrive à peu près à ce moment-là, et puis, et puis euh, des films de Spielberg même. Alors, on arrive maintenant à Rencontre du troisième type. En fait, Rencontre du troisième type, c'est un projet vraiment de Spielberg que je voulais expliquer au départ, puisque là, c'est une histoire qu'il avait déjà quasiment racontée quand il avait 17 ans, qu'il avait déjà racontée en cinéma. Mais là, il a évidemment des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens qu'il avait avant. Il a vraiment toute la Universal derrière lui, et normalement, il a de très grands studios à sa disposition, aussi des acteurs. Simplement, son histoire, il l'a, grosso modo. Il a aussi le soutien d'un spécialiste des objets volants non identifiés, les OVNI, qu'on appelle UFO des objets volants non identifiés, un type qui s'appelle, alors c'est pour ça que je suis obligé de le lire, Joseph Allen Hynek, qui non seulement lui donne plein d'éléments, mais en plus va jouer le rôle d'un savant même dans le film même. Il lui manque quand même l'histoire. Au départ, donc, il fait confiance à un gars de la bande. Alors, il faut vous dire que grâce au succès de Jaws, il y a cette bande des movie brats, donc des sales gosses du cinéma, qui s'est constituée avec l'aîné qui est Francis Ford Coppola, Spielberg qui est plus jeune, et au milieu Scorsese, Brian De Palma, George Lucas. Ils sont très très liés les uns aux autres. C'est vraiment des amis. Hein. Ils vont sur les tournages les uns des autres. Par exemple, on sait que le tournage de Jaws, la première fois qu'on a su que le tournage des Dents de la Mer s'était mal passé, c'est parce que Lucas avait été sur le tournage pour voir son pote, et il avait vu à quel point c'était pour ne pas dire un gros mot, qu'est-ce que je pourrais dire, un fourbi, voilà, un fourbi incroyable. Et Brian De Palma, alors c'était encore pire, lui, il pensait que jamais il allait s'en sortir, notre ami Spielberg, avec ce film-là. C'est une bande, tous ces gens-là sont devenus une bande de jeunes qui réussissent, parce que Le Parrain, en 72, a été un énorme succès, donc Coppola fait partie de la bande. Scorsese est en train de monter. En 76, le Taxi Driver est à Cannes et obtient la Palme d'Or. Brian De Palma est en train d'exploser avec Carrie et autres, toute sa veine fantastique des années 70. George Lucas va faire, en même temps que Rencontre du troisième type, quasiment en même temps Star Wars, qui va être le succès que l'on connaît. Donc, c'est des gens vraiment qui ont un pouvoir, qui gagnent un pouvoir extraordinaire. C'est eux qui ont vraiment le nouvel Hollywood. Ils sont la moitié du nouvel Hollywood, et ils sont la moitié qui a du succès du nouvel Hollywood. Mais Universal et même Spielberg pensent qu'il faut donner à un vrai scénariste le soin de raconter l'histoire. Et dans la bande, il y a Paul Schrader. Paul Schrader qui va devenir lui aussi un cinéaste, mais qui à ce moment-là est avant tout le scénariste de Taxi Driver. Et Schrader donc écrit une première version de Rencontre du troisième type, où le héros est un militaire presque à la retraite, qui aurait dû être joué par Burt Lancaster ou Richard Widmark ou Henry Fonda ou Kirk Douglas. C'est les acteurs que voyait Schrader. Mais c'est un personnage que Spielberg ne ressent pas. Pour lui, il lui faut un homme du peuple. Ça sera Rock Neri, qui sera joué par Richard Dreyfuss. Il faut quelqu'un comme lui, quoi. Donc, il se fâche avec notre ami Paul Schrader, et il réécrit le scénario,
Et donc, il fait quasiment, il fait un duo de héros. Le savant, il a pensé très vite à un Français pour jouer le savant, qui s'appelle Claude Lacombe dans le film. Au départ, il a pensé à Lino Ventura, qui refuse. Ensuite, il a pensé à Jean-Louis Trintignant, à qui il aurait déjà proposé le rôle principal de Duel et qui refuse donc une nouvelle fois de jouer avec Spielberg. Et puis, il adore les films de François Truffaut. Et timidement, il va demander à Truffaut si ça l'intéresse. Et Truffaut, qui est très flatté d'avoir été choisi par Spielberg, il trouve ça complètement excitant parce qu'en fait, il a envie d'avoir une expérience d'acteur pour mieux comprendre encore les acteurs. Donc, il accepte avec joie de jouer le rôle qu'a écrit Spielberg pour lui pour Rencontre du troisième type. Quant à Dreyfus, c'est devenu pratiquement naturel puisque en fait, c'est à cause de l'existence de Dreyfus qui peut jouer un peu le rôle de Spielberg dans le film qu'il a refusé le scénario de Schrader. Et donc, il se lance avec ce double récit qu'il maîtrise quand même de manière assez formidable dans le film, parce qu'on commence par voir ces choses assez bizarres, ces avions absolument qui sont comme neufs, mais qui sont des avions qui datent de 30 ans, qui sont dans le désert de Sonora. Et donc, je ne parle même pas du cargo qui est au plein cœur du désert de Gobi, qui est quand même donc, on est dans la folie totale. Et il commence à un récit qui est vraiment un récit qui va être très typiquement Spielbergien, notamment avec son ancrage dans ce qu'on appelle en anglais la suburbia, les banlieues, les banlieues couches moyennes, supérieures. Et c'est quelque chose que lui, il a vécu que là-dedans. Il est né à Cincinnati dans l'Ohio, qui est une grande ville, mais après il est parti vivre dans le New Jersey avec sa famille, puis après il est parti donc à Phoenix, mais dans un quartier suburban de Phoenix, Scottsdale, puis après il a vécu à Saratoga en Californie. En fait, il a connu que ces lieux-là. Et en plus, ce personnage de Richard Dreyfus, il a une vie qui ressemble à la vie que non pas lui il a eue, mais enfin, qu'il a regardé, qu'il a découvert dans sa famille. Parce que ce personnage de Roy Neary, joué par Dreyfus, c'est quand même un père absent. C'est quand même un père défaillant. Et lui, à ce moment-là, c'est ce qu'il pense aussi de son père, c'est que son père a été absent et défaillant. Et il rajoute des choses à lui, c'est-à-dire le côté adolescent. On a beaucoup en France, notamment si vous regardez ce qu'il a écrit sur Rencontre du troisième type dans le dictionnaire du cinéma de Jacques Tourcel. Il est à la fois admiratif devant la mise en scène et il est très en colère contre ce qu'il appelle l'infantilisation du cinéma américain que pour lui représente ce film. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas parce qu'on montre des gens infantiles qu'on fait du cinéma infantile. Mais il a raison sur une chose, c'est que le personnage principal est un peu infantile. Si on regarde l'histoire donc du personnage joué par Dreyfus, il abandonne ses enfants quand même pour aller suivre son obsession, qui est d'ailleurs étrange au départ, parce que son obsession au départ, c'est cette montagne tronquée de Devil's Door, qui est dans le Wyoming, mais lui, il ne le sait pas. C'est une montagne tronquée sur laquelle il gratte, qu'il façonne comme une sculpture. Alors, petite incise, c'est une montagne, en allemand Berg, avec laquelle il joue, Spiel, en allemand, Spielberg. Alors l'allemand et le yiddish étant proches, on peut se demander si c'est tout à fait un effet du hasard, ce rapprochement qu'on peut faire entre cette montagne et Spielberg. Enfin bon, pour continuer quand même plus sérieusement, ce personnage, il est quand même assez passionnant parce qu'il est très
moi, j'arrive pas à le trouver sympathique, par exemple, parce qu'il abandonne le monde, quoi. Il s'en va à la fin avec les extraterrestres. Alors, c'est génial, mais alors, on peut dire que c'est le western, tout ce qu'on veut, mais enfin, quand même, sa femme, il la traite quand même assez mal. On a accusé d'ailleurs Spielberg d'être un petit peu misogyne par rapport à ça. Alors lui, il répondait à ce moment-là, oui, mais il y a l'autre personnage de femme. Mais après, il a convenu, 20 ans plus tard, quand il a mûri et que ses films ont changé aussi, c'est-à-dire grosso modo aux alentours de la liste Schindler, c'est-à-dire au début des années 90, que là, il avait été un petit peu léger avec les personnages féminins. Et que c'est des choses qu'il ne ferait plus. Il ne pourrait plus tourner ce scénario aujourd'hui, disait-il, en 1993. Mais si on le regarde aujourd'hui, en voyant en effet qu'il y a une misogynie quand même réelle dans le film, pas oublier que le voisin qui regarde avec comment enfin, qui regarde avec un intérêt un petit peu malsain ce qui se passe dans la famille, c'est une femme aussi. Il y a quand même des personnages féminins qui sont négatifs, alors que les personnages masculins sont positifs dans le film. C'est-à-dire Claude Lacombe, on n'a rien à dire, Truffaut, il est parfait, en plus il est presque fantomatique, mais ça marche très bien avec le film. Les gens qui sont autour de lui, et puis Roy, donc, qui a cette rencontre avec l'OVNI et qui ensuite n'a plus qu'une obsession, c'est de savoir ce que c'était et retrouver cet OVNI. C'est quand même tous des personnages masculins. Et le personnage de la mère de Gary, c'est un personnage qu'il abandonne sans aucun problème après l'avoir embrassé à l'apparition de l'OVNI. Une fois qu'il a décidé de partir, il n'a plus rien à faire. C'est quand même une vision assez adolescente qu'on retrouve un peu chez Howard Hawks, si on prend des anciens cinéastes américains, où les femmes sont là souvent comme bibelots, où elles amènent le malheur. C'est quand même quelque chose qui a une certaine veine du cinéma américain. Pas tout le cinéma américain, parce que le cinéma américain, par rapport au cinéma français, il avait aussi une veine féministe que n'avait pas le cinéma français. Parce que les moguls, c'est-à-dire les patrons des studios de Hollywood, savaient très bien que 50% des décisions qui étaient faites d'aller au cinéma étaient prises par les femmes. Donc, il ne s'agissait pas uniquement de taper sur les femmes. Si vous regardez le cinéma français des années 30 et le cinéma américain des années 30, c'est presque l'exact opposé. Vous avez les films d'Alfred Green aux États-Unis avec Bette Davis, ou les films avec Barbara Stanwyck, sont des films où les femmes sont des héroïnes, des vraies héroïnes. Vous n'avez pas ça dans le cinéma français, par exemple. Bon, c'est une digression. Je reviens donc à notre ami Steven Spielberg. Donc, il y a cette obsession, ce personnage central, il est quand même aujourd'hui, quand on le regarde, il est passionnant parce qu'il est plein de contradictions. Même si on décide que ces contradictions sont majoritairement négatives, c'est quand même plein de contradictions. Et puis, il y a cette manière de raconter une histoire qui est quand même exceptionnelle. Et qui va faire de Spielberg définitivement le roi Midas de Hollywood. Vous savez, le roi Midas, c'est ce roi qui, à chaque fois qu'il touchait quelque chose, le transformait en or. C'est dans les légendes grecques de la Grèce ancienne. Et on pense que c'est parce que le succès que va avoir. Alors, le film va avoir plein de problèmes parce que c'est difficile de maîtriser tout. Il y a énormément de travail qui est nécessaire, d'un travail non visible qui est nécessaire. Par exemple, l'atterrissage de l'OVNI, il n'y a rien de réaliste quand il est tourné dans les studios. Alors, c'est un grand studio, c'est un hangar qu'ils ont installé en studio, un énorme hangar, un des plus grands hangars qu'on puisse trouver aux États-Unis. Ils l'ont trouvé à Mobile, dans l'Alabama. Donc, en plus, c'est un tournage qui ne se fait pas à Hollywood, qui se fait loin de Hollywood. Et en gros, à l'époque, la technique, c'était des personnages vivants avec, là où on veut faire des incrustations, un fond bleu. Donc, c'est compliqué pour les acteurs.
le cinéma, c'est connu pour son réalisme, et là, on est complètement dans un irréalisme, en tout cas au niveau du tournage. Et donc, l'incrustation de la maquette, elle se fait après. Et ils sont obligés de suivre, par exemple, leur regard quand l'OVNI arrive, ils sont obligés de suivre une trajectoire qui leur est donnée par leur réalisateur, mais eux, elle n'est pas naturelle. D'ailleurs, si on regarde très bien au bout de la 4e ou 5e fois qu'on voit le film, moi je l'ai vu 7 ou 8 fois, donc sans problème. Hein. On voit qu'à des moments, les regards ne sont pas parallèles. C'est-à-dire, il y a 4 personnes qui regardent l'OVNI qui arrive, mais ils ne regardent pas exactement dans le même sens, parce que c'était compliqué. Il a réussi à maîtriser tout ça, à faire un vrai récit de tout ça, et en tout cas, c'est ce que le public a décidé, si j'ose dire, après la sortie du film. Ça a été un immense succès. Et ça venait après Les Dents de la Mer. Donc, les gens aux États-Unis ont commencé à se dire, ce mec, on peut lui laisser faire ce qu'il veut. Il va faire, on va rentrer dans nos sous. Bon, pas de chance, après, il fait 1941, que les critiques français adorent parce que c'est un échec total. Et qui va faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Il va mettre 2 bonnes années à s'en remettre. Heureusement, il a une bande. George Lucas va lui proposer au début des années 80 de mettre en scène Les Aventuriers d'Arche perdue, Raiders of the Lost Ark, avec Harrison Ford, qui sortait tout juste de Star Wars. Et ça va être de nouveau un immense succès. Et si on regarde la carrière de Spielberg, dans l'ensemble, ça a quand même été plus de succès que d'échecs. Voilà, maintenant je suis prêt à écouter vos questions parce que je crois que je suis passé vraiment du coq à l'âne. J'ai cavalé sur un sujet que je connais bien, mais bon. Non, c'est bien, c'était intéressant. C'était intéressant aussi Moi, je ne connaissais pas toute cette partie, les débuts de Steven Spielberg et ses errances dans les studios d'Universal. Je trouve ça très intéressant. Et en plus, là, puisqu'on a en plus des jeunes avec nous qui n'ont pas fait non plus d'études de cinéma, mais qui sont intéressés par le cinéma, je trouve que c'est plutôt enthousiasmant. On ne sait jamais. Vous voyez, sur 5 réalisateurs importants de l'époque, George Lucas a fait une école, Coppola a fait une école, Scorsese a fait une école, mais bon, Scorsese, c'est un peu autre chose. Brian De Palma a fait une école, mais pas Spielberg. Et après, ce que j'ai trouvé… Oui, tu voulais nous parler, et alors après, à moins qu'il y ait des questions, mais le côté jeunesse, filmer la jeunesse. Parce que mine de rien, c'est vrai que ça revient assez souvent dans les films de Spielberg, et ce personnage de Barry aussi en fait partie. Et on a aussi… et alors après, je ne sais pas ce que si tu avais vu, mais… Enfin, si tu évidemment, mais… l'hommage que J.J. Abrams avait fait aussi avec Super 8, pareil, qui ressemble vachement à E.T. Hein. Je pense que c'est un hommage à E.T., non? Ou un truc comme ça. En tout cas, ça ressemble. Il y a beaucoup de… Et qui est produit d'ailleurs par Spielberg. Mais un ami de Spielberg, Abrams. Ouais, oui, c'est ça. Et voilà, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette partie-là. Alors, les enfants, c'est très important pour Spielberg, parce que très vite, alors, il a eu un lien avec les acteurs, tous les acteurs, immédiatement très fort. Mais il avait, avec les enfants, il avait une différence avec tout le monde. C'est-à-dire, réellement, il savait comment faire avec les enfants. Je pense que son amitié, son admiration pour Truffaut n'est pas pour rien, je veux dire, là-dedans. Alors, sur le petit Barry, dans le film, il a fait des coups extraordinaires. Il devait, quand même, il y a du jeu. Hein, il y a le môme, quand il découvre le fourbi qu'ont fait les extraterrestres dans la cuisine de la maison, et il a des expressions formidables. Et ces expressions, ben, il a fallu les créer. Alors, il avait mis à gauche de la caméra une boîte et à droite de la caméra une boîte, 2 grandes boîtes. Et de la gauche est sorti un gorille. Donc, un peu d'étonnement du môme. Du côté de la droite, c'est lui qui est sorti de la boîte déguisé en clown. Alors, une légère détente, mais il n'arrivait pas encore à avoir le sourire.
Alors, il a demandé au gars qui avait la tête de gorille de retirer la tête de gorille. Et à ce moment-là, on voit le sourire affirmé de Barry. Et en plus, on sent bon, il est content, quoi. Et, après le léger effroi, il est content. Voilà, ben ça, c'est des trucs assez incroyables. Sur E.T., c'est pareil. Il a Elliot, il a réussi à le diriger en discutant avec lui. Alors là, il a une autre méthode parce que Barry est vraiment tout petit. Elliot, il a une dizaine d'années. Donc, avec Elliot, simplement, il l'a pris pour une grande personne. Et il a parlé avec lui comme avec une grande personne. Et il lui a essayé de lui expliquer ce que devait ressentir son personnage. Tout le monde dit, enfin, il n'y a pas d'acteur qui se soit, à part Roy Scheider, parce que les conditions de tournage des Dents de la Mer ont été éprouvantes, parce qu'ils ont allé tourner quand même vraiment sur la mer, et que comme ça se passait mal, ça a duré 2 fois plus longtemps, et que donc Roy Scheider, il se faisait des journées de 10 heures sur une mer froide, en plus, sans savoir où il allait, en voyant le requin qui se dézinguait, etc. Donc, à part Roy Scheider, qui paraît-il une fois s'est mis vraiment en colère contre Spielberg, il n'était pas le seul. En plus, presque tous les techniciens, s'ils ne savaient vraiment pas où ils allaient sur les Dents de la Mer, tout le monde pensait qu'il allait au casse-pipe total. Et puis, comme c'était le premier film avec beaucoup de moyens qu'il dirigeait, personne n'était absolument convaincu qu'il savait y faire avec beaucoup de moyens. Déjà, sur Rencontre du troisième type, où il a eu d'autres problèmes, les gens savaient qu'à la fin, il s'en sortirait. En plus, il avait, sur ce film, ce chef opérateur qu'il avait récupéré, donc Vilmos Zsigmond, avec lequel il avait travaillé sur Sugarland Express et qu'il retrouvait là. Et ça lui donnait une grande force. Seul problème, c'est que, par contre, il avait un couple de producteurs dont l'un des deux, visiblement, n'avait pas compris comment tout se passait et avait peur pour son argent. Et en plus, c'est une grande époque de cocaïnomane. Alors Spielberg n'a jamais été là-dedans. Hein. Il n'a jamais ni bu d'alcool, ni fumé du hash, ou très peu, et ni sniffé. Mais les producteurs, qui maniaient quand même des grandes sommes d'argent, et à l'époque, ça ne leur coûtait pas trop cher de se faire disons, un additif pour avoir l'énergie. Et ça s'est très mal passé, par exemple, entre un des deux producteurs et le chef opérateur, qui a été viré 3 fois, mais qu'à chaque fois, Spielberg allait rechercher parce que ce n'est pas lui qui avait pris la décision de le virer. Beaucoup de gens pensaient que d'ailleurs, ça n'irait pas jusqu'au bout avec le même chef opérateur. Et en fait, l'ensemble du film a été tourné avec Vilmos Zsigmond, qui a gagné en plus, qui est le seul, parce que le film a été nominé pour 8 Oscars, mais il n'en a gagné qu'un, celui de la meilleure photographie. Et c'est d'autant plus étonnant que Zsigmond était vraiment le mec enfin, la cible des producteurs. Et d'autant plus étonnant aussi que le producteur qui était contre Zsigmond a réussi à avoir sa peau sur les scènes additionnelles, c'est-à-dire celles qui sont tournées où on trouve les avions et celles dans un autre désert où on trouve le bateau, le cargo qui a disparu. Voilà. Donc, j'ai répondu aux questions là. Oui, oui. Même on est parti plus loin et j'aime beaucoup, ça me plaît. Eh bien, est-ce qu'on a des questions chez le public? Thibaut, c'est ça? Moi, j'ai une question, oui. En fait, je me demandais, en fait, c'est plus une question sur Spielberg que sur le film en lui-même. Qu'est-ce qui relie en fait Spielberg et George Lucas avec Coppola et Scorsese en dehors de leur âge? Parce que finalement, ils ont fait des films qui sont très différents. Vous avez tout à fait raison, on fait des films très très différents, et même Spielberg et Lucas, même si tous les deux ont fait des films de science-fiction, c'est quand même très très différent, même ça. Non, c'est réellement, ils sont apparus, il faut savoir qu'Hollywood, à la fin des années 60, grosso modo, c'est des réalisateurs qui ont déjà fait leur trou dans les années 50 et les années 40, qui sont là, qui sont installés avec un mode de fonctionnement de production qui est bien installé. Et quand apparaît
ces jeunes qui, eux, veulent faire, par exemple, des tournages sur les lieux, enfin, faire plus de réalisme dans les tournages, qui se battent avec des idées assez incroyables, qui vont rénover complètement le récit cinématographique, chacun dans leur genre, en effet, pas pareil. Ils ont à peu près le même âge et en plus, ils font la même chose. Ils entrent dans Hollywood par effraction, si on peut dire, pas totalement, parce qu'ils ont toujours des soutiens. Eh bien, c'est normal qu'une certaine... ils se reconnaissent comme pairs, PAIR. Ils se reconnaissent comme égales. Et donc, les uns les autres deviennent amis parce que George Lucas a trouvé formidable Duel. C'est Duel, par exemple, qui va amener Spielberg, donc Duel, le premier film exploité en salle à l'échelle du monde de Spielberg, qui va amener les autres à se rapprocher de lui parce qu'ils vont aimer tous ce film-là. Avec Brian De Palma, l'amitié va même aller plus loin. Ils sont vraiment très amis, c'est-à-dire sur Scarface, à un moment, Spielberg est directeur de la deuxième équipe sur le moment où, sur le mitraillage final, mais uniquement parce qu'il avait envie de voir le tournage de la scène et peut-être parce qu'ils sont très amis. Et voilà, mais tous ces gens-là sont apparus en même temps et ils se sont serrés les coudes immédiatement pour bouleverser Hollywood, la manière de raconter, les sujets et la manière de produire. Comme ils ont tous eu du succès, avec des hauts et des bas, mais tous, ben, ça a fait une vraie communauté. Et si vous allez sur Amazon, il y a un documentaire sur Spielberg, et on voit avec ses potes, ses potes, c'est Lucas, Scorsese, Brian De Palma. Et est-ce que... Coppola est un petit peu plus vieux, enfin pas beaucoup, parce que Brian De Palma est né en 1940 et Francis Ford Coppola en 1939. Spielberg est le plus jeune, vraiment, il est né en 1946. Et voilà, Coppola était un peu plus solitaire, mais les autres sont vraiment proches les uns des autres. Et Scorsese est un fanat de Spielberg. Est-ce que involontairement, enfin, en fait, le succès de films comme Les Dents de la Mer ou Star Wars a un petit peu, en fait, mis fin à la liberté qu'avaient des réalisateurs comme Coppola ou Scorsese dans le nouvel Hollywood? C'est-à-dire que c'est plus l'ère du blockbuster, peut-être, qui commence avec eux aussi. Alors, c'est ce qu'on a pu dire, mais il y a aussi les échecs de la fin des années 70, c'est-à-dire La Porte du Paradis. tant que, voilà, par exemple, Les Portes du Paradis ou 1941, parce que le film que fait Spielberg après Rencontre du troisième type, 1941, c'est un échec total. Donc, à partir les blockbusters, moi, je pense que les grands succès, les films qui sont faits pour ramener beaucoup de monde, d'abord, quand ils sont faits comme ça, c'est quand même des œuvres d'art, enfin, pour moi. Et puis ensuite, ça n'empêche pas la place pour d'autres films. Et puis Coppola n'était pas contre ça, parce que le Parrain n'a pas été fait pour 12 personnes. Hein. C'est un film fait pour du grand public, avec des stars. Et d'ailleurs, il n'a pas eu 12 personnes, il en a eu 120 millions. Donc, ça a été un énorme succès. Non, je pense que ce qui a vraiment gêné, c'est en effet 1941, Heaven's Gate, non pas les films eux-mêmes, mais leur échec. Que Lucas, lui, n'a plus connu d'échec après, puisqu'il est resté que sur Star Wars. Et après, il est devenu producteur d'autres choses, mais Scorsese, il a eu des hauts et des bas, mais lui, de toute façon, le type de cinéma qu'il faisait, il avait toujours sa place. Ça coûte pas très, très cher, les films de Scorsese, à part les stars. Mais sur les stars, les gens sont toujours prêts à mettre de l'argent. Sur le reste, les films... Alors, les films de Spielberg, oui, il risquait de ne plus marcher après l'échec de 1941, mais comme il a eu le soutien de Lucas et qu'il est tombé sur un film qui a extraordinairement marché, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, bah, c'est reparti. Moi, je ne pense pas qu'on prend la place de quelqu'un, en ayant beaucoup de succès, on ne prend pas la place de quelqu'un, on ajoute. Je vais toujours penser qu'au cinéma, il n'y a pas d'exclusion, il y a des ajouts. Maintenant, si par contre on est en échec, les producteurs deviennent beaucoup plus frileux. Merci.
Merci beaucoup. Édouard, on a une question de Catherine qui ne peut pas intervenir avec son ordinateur, mais du coup, elle a posé la question dans le chat. Elle demande, est-ce que c'est le premier film avec John Williams pour la musique? Et en même temps, elle aimerait bien, si tu peux, pardon, si vous pouvez parler du rapport entre John Williams et Steven Spielberg. Alors, très, très bonne question. John Williams, c'est depuis le début, donc depuis Jaws. Et sur Jaws, il fait un travail extraordinaire. Donc, ils sont devenus tout de suite amis, ils sont devenus tout de suite complices. C'est Jaws, le premier film. Même Sugarland Express, je pense, premier film. Il a commencé tout de suite avec John Williams et il a continué après avec. Il faut que je vérifie sur Sugarland Express. Mais en tout cas, dans Jaws, il y est. Hein. Donc, c'est peut-être Jaws le premier. Il faudrait que je vérifie sur Sugarland Express. En tout cas, ce n'était pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux. Parce que ce que voulait comme genre de musique Spielberg, il avait une une idée assez précise, et puis il voulait aussi que John Williams s'occupe de l'accueil, si j'ose dire, des extraterrestres, où il y a quand même tout un jeu musical avec les ordinateurs, les lumières, etc. Et là, il y a eu une complicité formidable entre John Williams et Spielberg, mais qui existait déjà dans Jaws. Il était aussi sur Sugarland. Voilà, donc sur Sugarland Express, ça a servi un petit peu d'atelier pour la future carrière de. Bon, c'est un film formidable en soi, hein, donc, mais c'est un film plus arty que les films qu'on suivi. Mais il a pu travailler pour la première fois donc avec John Williams, pour la première fois avec Vilmos Zsigmond. Il y a plein. Je me demande si son monteur aussi, il n'a pas commencé à travailler à ce moment-là avec lui, Kahn. Donc parce qu'en plus Spielberg, il a une telle notion de la famille qu'il a reconstruit une famille au cinéma. Et quasiment les gens qui ont travaillé avec lui sur Sugarland Express, Jaws et Rencontre du troisième cycle, on les retrouve encore aujourd'hui. Ceux qui ont survécu, parce qu'il y en a qui sont morts. Mais voilà. À part justement Vilmos Zsigmond, il y a eu après d'autres, la vie a fait qu'il y a eu d'autres chefs opérateurs qui ont travaillé et que Vilmos Zsigmond n'a plus beaucoup travaillé avec Spielberg. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était extrêmement fidèle, mais il y avait de quoi, parce que John Williams, pour reprendre John Williams, c'est quelqu'un qui a une conception de la musique au cinéma qui ne pouvait que plaire à Spielberg. Il est vraiment en soutien complet à tout ce qui se passe sur l'écran. Et jusqu'à dans certains moments, ne peut plus avoir de signature presque, tellement c'est évident par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question, une dernière question? Alors, merci beaucoup à tous, merci pour vos questions et merci beaucoup Édouard Weintraub pour cette belle analyse de Rencontre du troisième type et en même temps aussi de Steven Spielberg. C'était plus sur Steven Spielberg en fait que sur. Mais c'est très bien. En tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup en général Steven Spielberg. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à tout le monde et on se retrouve, j'espère, pour d'autres masterclass avec vous, Édouard Weintraub. À bientôt. À bientôt. Au revoir.